Oh que oui, Jean du salon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me pogne aux tripes depuis que j'ai su que je n'étais point le seul à me poser certaines questions sur la disparition de certaines parties de notre culture. Alors donc, aujourd'hui, oui mes amis, on jase de Lost Media québécois. Le terme générique de Lost Media sert à désigner des œuvres ou des productions médiatiques dont l'existence sont parfois avérées, ou pas, mais qui sont totalement disparus ou indisponibles pour le grand public. Le terme englobe principalement les médias visuels dont la nature est variée due à la diversité des supports ayant déjà existé. Cependant, il faut comprendre que chaque partie du monde a ses propres Lost Media, chaque culture a ses propres Lost Media et chaque média créateur de contenu a ses propres Lost Media. Bien entendu, vous vous en doutez, le Québec ne fait absolument pas exception dans toute cette histoire de Lost Media. On en a une trolley. Grosso modo, les Lost Media peuvent être divisés en trois grandes catégories. Les Lost Media complètement retrouvés et complètement perdus, les Lost Media partiellement retrouvés et partiellement perdus, et les Lost Media à existence non confirmée et à fabulation confirmée. Et n'oublions pas que pour être un Lost Media, il faut être recherché. Voilà, parce que sinon, t'étais pas perdu. Et derrière les Lost Media, il y a une armée d'amoureux de la culture et de passionnés d'histoire prêts à se battre pour retrouver ce qui a déjà été perdu. Des chercheurs, des creuseurs, des arpenteurs de l'Internet et des archives qui partent en croisade contre le néant de l'oubli. Et oui, gens de l'Internet québécois, après avoir vu de nombreuses vidéos sur les Lost Media internationales, voici notre propre vidéo sur les Lost Media québécois. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Soyons clairs, mes amis, la liste des Lost Media québécois pourrait être excessivement longue, surtout si on considère, oui, le doublage québécois de certains films et certaines séries qui ont totalement disparu, soit par incompétence crasse ou par choix délibéré, et non pas une attaque contre notre culture, mais bel et bien, parfois les VHS, il fallait réenregistrer dessus. Bien que dans les années 80 et 90, une grande partie des doublages francophones disponibles au Québec étaient d'origine française, comme par exemple les X-Files, les CSI, les Star Trek, les South Park, d'autres étaient bel et bien doublés ici, au Québec. Les Simpsons, Henri P. sa gang, Slapshot, etc. Salut, moi c'est Lisa, moi je suis trop brillante, fait que je dirais rien. Je vais donc vous donner une micro-fraction des exemples possibles de doublage québécois activement recherchés qui sont tout simplement pas disponibles en format physique ni numérique ou tout simplement n'ayant pas de libre accès à tous. Pour ce premier sujet, oui mes amis, je m'inscris en faute. Immédiatement, cette série n'a pas été traduite ni doublée ici, non, mais elle a été doublée en France. Je comprends pas pourquoi. Ce qui explique que le Capitaine Star ait la même voix que James Bond de Daniel Craig. Nain de jardin, référence 23A. Veuillez m'excuser. Cette dernière main a failli me tuer. Eh bien, oui, sachez, mes amis, que cette fameuse série Capitaine Star a été coproduite ici, au Canada. Donc, je me pose souvent la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu notre propre version québécoise? Enfin bon, ce qui ne nous a pas empêché d'apprécier grandement la version francophone internationale, doublée en France donc, et tellement que, en fait, une des plus grosses, sinon la plus grosse fanbase de cette fabuleuse série qu'est Capitaine Star, eh bien, est au Québec. Fort probablement à cause de sa plage horaire, qui était dans Télétoon la nuit, donc entre 21h et jusqu'aux petites heures du matin, et aussi avec des tranches de liens scénaristiques et d'ambiance possibles entre dans une galaxie près de chez vous. Absolument. Oui. Le capitaine Jim Star a reçu pour mission de parcourir l'univers afin de découvrir de nouveaux mondes, leur donner des noms et ensuite vendre plein d'objets à ses habitants. Un jour, son vaisseau arrive sur la dernière planète, à la limite de l'univers, et ayant terminé sa mission, l'équipage s'installe sur cette planète, sans nom, et attendent indéfiniment les ordres du centre de contrôle.
Pas génial comme jouet s'il n'y a pas de missile. Et personnellement, j'adorais cette série. Ça me rappelle de merveilleux souvenirs à être vaché devant la télé, à écouter Télétoon. Et l'ambiance de cette série est vraiment excellente. L'humour est complètement décalé. C'est de l'absurde grotesque. Et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de liens à faire avec l'univers de Dans une galaxie près de chez vous. Et c'est fort probablement ça qui m'a autant captivé dans Capitaine Star. Série qui s'étale sur 2 saisons, totalisant 13 épisodes. Et oui, c'est étrange, mais c'est cela la vie. Et en fait, sur les 13 épisodes, 4 seulement ont été retrouvés en version francophone. Et les 4 sont présentement sur YouTube. Il va sans dire que le Deep Internet a été fouillé afin de retrouver la version francophone de cette série. Oh oui, Scarlett m'a offert un beau réveil tout neuf. Absolument déjanté et malheureusement, la version originale anglophone prend le dessus et rien ne pop du côté francophone. Votre perfidie est incommensurable. La seule chose dont nous soyons sûrs, c'est qu'il y a bel et bien eu une VHS produite en français contenant les 3 premiers épisodes et puis c'est tout. C'est tout. La 4e épisode qui est pour l'instant disponible sur YouTube a été numérisé via un VHS qu'une personne avait tout simplement enregistré étant petit. Donc, merci à toi. Alors, sur les 13, nous en avons 4. Ils étaient 4 qui voulaient se battre pour récupérer les 9. Sérieusement, s'il vous plaît. Et on le sait tous, hein, cette série version française existe bel et bien. Et a bel et bien existé. Et c'est peut-être justement ça le problème. Elle n'existe peut-être plus. Les chercheurs ont contacté Corus, propriétaire de Télétoon, qui a été le distributeur de cette série britannico-canadienne, qui n'ont pas pu aider suffisamment les recherches. Plusieurs ont contacté la créatrice de Capitaine Star, Stephen Appleby, pour voir si elle pouvait faire quelque chose afin de nous aider à retrouver ce doublage, mais malheureusement, rien non plus de ce côté. Il y a eu un certain temps un peu d'espoir du côté des ayants droit de diffusion, le Studio 100, les mêmes qui ont mis toutes les émissions en anglais sur YouTube et ayant aussi une chaîne en français, Studio 100 Kids français. Et jusqu'à présent, mes amis, eh bien, on n'a aucune nouvelle de leur part, ce qui augure mal. Ouais, effectivement. Donc, espoir, c'est bel et bien ce qu'il nous reste. Nous sommes en 1990 et nous sommes au Canada. Oui, le film Ski School de Damien Lee sort sur les écrans et se fait totalement descendre par la critique. Ça fait mal, ça fait mal. Au point de totaliser 18 000 $ en entrée, partout au pays. Donc oui, ça fait mal. Sauf que, quelques temps plus tard, le film va réussir à trouver ses spectateurs. Et où a-t-il trouvé son public, mes amis? Eh bien, il l'a trouvé dans les locations VHS, surtout au Québec. Et attention, hein, c'était pas à cause tant de l'histoire du film, mais bel et bien du doublage québécois du film. Grosso modo, j'adore cette expression, c'est comme le slap shot, mais version ski. Grosso modo, c'est une histoire de rivalité entre 2 groupes d'instructeurs de ski dans un centre de ski, mais dont un des groupes, c'est genre les propriétaires, fait que probablement que l'autre groupe va se faire bumper. Donc, ils n'ont plus rien à perdre, donc ils calissent le bordel. Voilà. Un groupe de fêtards devra compétitionner contre une équipe de fils de riches lors de la cérémonie printanière annuelle et tout ceci pour sauver leur emploi. Le DVD a bel et bien été édité, mais il est toujours en anglais uniquement. Une sortie en Blu-ray a été faite et il est toujours seulement en anglais. Et comme toujours, la seule et unique façon de le retrouver, eh bien, c'est de trouver une VHS en bonne qualité. Je peux-tu avoir une bière? Mais malheureusement, en 2025, on le sait tous, la grande majorité des lecteurs VHS ainsi que les cassettes VHS ont été délibérément, par tous et chacun, calissés aux poubelles entre 1995 et 2010. Et de ce fait même, nous avons perdu énormément de doublages québécois et qui sont officieusement perdus. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que ça a été si populaire au Québec avec le doublage québécois? Eh bien, tout simplement parce que le doublage québécois a été entre autres fait avec Marc Labrèche et M. Bernard Fortin. Et que ce duo-là, lorsqu'il commence à délirer dans les doublages, c'est succulent. Qui donc est cette culotte? Si vous regardez la dentelle, la belle finition ainsi que la boucle, Derek, je savais!
j'aurais dû le dire. Et pour celles et ceux qui se posent la question, oui, effectivement, South Park ont déjà fait une parodie sur ce film. Putain, mais c'est quoi au juste ton problème? Pour les plus curieux et les nostalgiques qui aimeraient revoir ce film en version québécoise, eh bien, n'allez surtout pas voir les commentaires en dessous de la vidéo originale de l'extrait en québécois que je vous ai montré. Non, non, il n'y a personne qui peut vous aider dans les commentaires de cette vidéo. Personne. Dis donc, Ed, tu trouves pas que tu parles de ça un peu trop? Non. Cette série incroyablement couillue, eh bien, est une série animée, style japono-américano, qui raconte les déboires d'une famille afro-américaine constituée de Huey, de Riley, ainsi que de leur grand-père Robert Freeman. Et je vous garantis que cette famille est complètement tarée. 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 Petite famille, donc, qui évolue à travers un nouveau quartier, une nouvelle ville, qui est à 99,9% constituée de blancs, alors qu'eux sont de fiers représentants d'une famille afro-américaine. Tout doublage québécois a été perdu ou presque sur cette série. Et pour l'avoir visionné à l'époque, c'était une des meilleures adaptations vocales ever, mais aussi une des plus choquantes et vulgaires de tous les temps. Je pourrais texter mes fesses, genre les bitches vont adorer ça. Tant et aussi bien que nous sommes la seule place au monde où la télésérie a été classée 18 ans et plus pour langage grossier et violent. De la technologie faite pour les Commence pas à flipper à me traiter de raciste parce que j'emploie le mot de façon irrespectueuse. Aux États-Unis, c'était 17 ans et en France, c'était seulement déconseillé au moins de 10 ans. Il y a combien d'enfants qui peuvent dire qu'ils ont brassé de la de même, hein? Ça va, la France? Oui, ça va les Français? Allez hop! Ah, voilà. Hein? Bon, 10 ans. Hein? Doublage québécois perdu ou presque, donc oui, sauf pour l'épisode 11 de la première saison qui voyage entre 2-3 strikes sur YouTube, Dailymotion et autres plateformes. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas le temps de lire à rien qu'un c*** d'épée a tapé avec ses pouces. Et c'est pour l'instant le seul et unique épisode en VFQ disponible et accessible à tous et qui provient effectivement, oui, de la numérisation d'un VHS d'un particulier. Donc, encore une fois, lui, merci. Pour les 54 autres petits épisodes de cette fameuse animée, mes amis, eh bien, oubliez ça, c'est peine perdue. Sony en a présentement un peu rien à battre de rechercher tout ceci. Le marché est trop petit. Écoutez, là, ça plairait à qui? Faut être fucking réaliste, là, ça plairait à 10 000 personnes de revoir ceci en version québécoise, dont moi, mais quand même. Donc, le marché est très petit. Mais maintenant, à l'ère du numérique, oui, au nombre de cochonneries qui sont mises sur Internet, voilà, hein, ça coûte quoi? Donc, on peut bien attendre. Cependant, oui, il y aurait sur Discord un groupe d'archivistes québécois qui aurait mis les émissions en VFQ disponibles, mais seulement pour leur communauté, auquel il faut être invité ou il faut contribuer. Ce qui pourrait pousser certains à penser que ça va un peu à l'encontre de l'idée de la communauté des Lost Media, c'est-à-dire que quand tu trouves, tu partages, sauf qu'ici, bien, on parle d'un groupe Discord. Or donc, s'ils ne veulent pas se faire shutdown par Discord, eh bien, il faut que le groupe reste fermé. Donc, voilà, je peux comprendre. Fait que c'est ça. Disponible, mais pas disponible. Québec Expérience était un spectacle multimédia sur l'histoire de la ville de Québec qui a été vu par des milliers et des milliers d'enfants et de touristes dans les années 90, 2000 et 2010. Spectacle qui, de notre point de vue extérieur, s'est fait annuler du jour au lendemain et qui n'a malheureusement pas laissé de traces. Spectacle fort en sensations et en visuel qui était présenté au 8 rue du Trésor dans une petite salle où se déroulait le spectacle immersif. Et là, je vais laisser tomber mon petit ton YouTuber pour être avec un ton un peu plus sincère avec vous. Je suis tout le temps sincère, mais là, je suis plus sincère parce que je change mon ton. Bref, ce spectacle-là, quand j'étais petit, j'ai dû le voir au moins 3 fois. Et ces fois-là, eh bien, ce spectacle m'a impressionné. Il me captivait.
ça fait clairement partie des événements qui, étant jeune, en fait, m'ont appris à aimer l'histoire et notre histoire, entre autres. Je l'ai vu 3 fois étant jeune, oui, mais aussi 2 fois étant adulte. Et la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être peut-être en 2015, et j'avais tout aussi aimé ça. Pareil. Or donc, nous y retrouvions des mousquets sortant des murs, de la fumée sortant de canons, une maquette animée du pont de Québec lors de ses chutes, des personnages grandeur nature dissimulés dans les murs, bref, quelque chose d'unique, de hot, de cool et d'intéressant. Seulement voilà, malheureusement, eh bien, pour ceux et celles qui maintenant se souviennent d'avoir assisté à une de leurs représentations, eh bien, il va falloir que vous usiez de votre imagination et de vos souvenirs, parce que de tout l'Internet, et de toutes ces années de représentation à l'intérieur de la ville de Québec, outre les images de la Wayback Machine ainsi que de leur ancien site, il n'y a aucune trace visuelle de ce spectacle. On a bien, oui, l'image fantôme de l'endroit sur Google Maps où il est encore inscrit, mais le spectacle, lui, est effacé. Et du côté des archives plus officielles, me demandez-vous? Eh bien, malheureusement, selon les archivistes de la Ville de Québec, il n'y a aucune trace visuelle de ce spectacle multimédia dans leurs données, aucune photo, aucune brochure, rien pantoute. Nous pouvons donc, oui, mes amis, dire merci à la Wayback Machine qui nous permet aujourd'hui de voir un tout petit peu de photos de ce qui était ce spectacle. Et je trouve que ça dénote d'un grand manque. Juste un grand manque. Surtout quand on fait des petites recherches et tiens, il y avait un CD disponible à l'achat. Du créateur Jean Corriveau. Qui est ni plus ni moins qu'un génie musical, surtout du cinéma québécois, car c'est lui qui a pondu la majorité de la trame sonore du film Un zoo la nuit. La ville n'a même pas pensé à le garder dans leurs archives. Ça dénote un grand manque. Mais peut-être aussi un grand manque d'espace, un grand manque de ressources, pour garder nos archives le plus actives possible. C'est peut-être pas de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, penser que de la mauvaise foi tout le temps. Un spectacle qui fonctionne grosso modo non-stop de 93 à 2016 dans tes murs, qui enseigne et partage l'histoire de ta ville à des centaines de milliers de personnes, un spectacle qui participe à la renommée de ta ville de par ses prouesses techniques, technologiques et de mise en scène. Et rien n'est accessible au public tout simplement parce qu'aucune archive visuelle existe. Et ceci me sidère au plus haut point. Mes recherches personnelles ont pour l'instant abouti à quelques brides de publicité dans les journaux et les vues de Street View sur Google remontant à 2009 où l'on voit les affiches extérieures de Québec Expérience ainsi qu'un pamphlet destiné aux écoles où on explique ce qu'est Québec Expérience. Cependant, je n'ai pas dit mon dernier mot car Solos Media en particulier me passionne autant pour les bonnes raisons que les mauvaises. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre comment il se fait qu'on n'ait aucune archive de ce spectacle. Spectacle qui a nécessité des investissements de plus de 1 million de dollars, et ce en 1993. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas revoir ce spectacle-là? Bref, mes amis, ce cas-ci me passionne particulièrement parce que ce spectacle, je l'avais à cœur. Or donc, je vais me pencher un peu plus activement sur les recherches sur des images de Québec Expérience. Donc, à suivre, peut-être. C'est un malaise. Nous sommes en mars 2015. Monsieur Ringard Wildcat fait un post sur Overblog. Un post intitulé René Simard, Ghostbusters. Sur ce post, mes amis, nous pouvions y lire une brève description de ce que nous allions y découvrir. Un René Simard en pleine vague Ghostbusters. Je cite. Il nous la joue freestyle avec des effets spéciaux de qualité pour les chorégraphies, une sorte de mélange entre du break dance de blanc, la danse des canards et autre chose indéfinissable. Fermez les guillemets. Du beau lot, du lot comico-tragico-lourdesque. Alors oui, celle-ci, mes amis, peut porter à rire, et effectivement. Cependant, pour ceux et celles qui, comme moi, l'ont vu, cette vidéo, le malaise subsiste encore à l'intérieur de nous.
Cependant, mes amis, depuis lors, eh bien, la vidéo est inaccessible. Et peu importe où. Elle est comme disparue des internets. Et ça me fait beaucoup de peine. Surtout quand on commence à lire les commentaires là, en dessous du blog. Ça nous donne le goût de la revoir. Nous sommes en 1996. Le Québec est en plein afterno. On a mal à la tête, on a mal au cœur et on a décidé de se réfugier tous dans l'humour. Et ça tombe bien parce qu'un des vecteurs qui est présent depuis 1993 est une famille, la famille Paré, qui est présente dans une émission, La Petite Vie. Seulement voilà, 1996 est aussi l'année où plusieurs Québécois ont appris l'existence de la pornographie québécoise avec un scandale culturel, le film pornographique nommé La Petite Vite, réflexologie sexuelle. Indiquant clairement un petit crush au niveau du fétichisme des pieds. Or donc, ceci est déjà posé. Or donc, l'équipe a été appelée, le film a été tourné, il a été rappé, il a été monté, il a été mis sur des vidéocassettes, et le merchandising a été mis en branle, et ils se sont fait taper sur les doigts. Solide. Et une des seules choses que je peux vous mettre sous les dents, mes amis, eh bien, ce sont les aboutissants judiciaires. En 1996, les productions Avanti Plus intentent un procès contre Daniel Favreau et les productions de Favreau Inc. afin d'empêcher le lancement et la distribution du film La Petite Vite et de protéger les droits d'auteur de La Petite Vie. J'avais pensé mettre la crème fouettée à la place. Non, je te l'ai dit, steak, blé d'Inde, patate. Steak, blé d'Inde, patate, steak, blé d'Inde, patate. Le 22 mai 1997, le juge Michel Côté de la Cour supérieure du Québec rejette la demande d'injonction permanente d'Avanti. Ainsi donc, le film peut être enfin distribué. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du blé d'Inde? Mais oui, mais c'est du blé d'Inde en boîte qu'on verre. Le 4 août 1999, la Cour d'appel du Québec, dans un jugement unanime rendu par les juges Melvin L. Rotman, Paul-Arthur Gendron et André Biron, renverse la décision de la Cour supérieure. T'es bon! Qu'est-ce que ça fait là, t'es bon? Oui! Steak, blé d'Inde, patate, c'est un pâté chinois de luxe, c'est tout! Le 25 mai 2000, la Cour suprême du Canada annonce son refus de réexaminer le jugement de la Cour d'appel du Québec, qui devient alors exécutoire. Annonçant alors à tous que ce film sera dorénavant un Lost Media québécois. Avec ce jugement, Avanti Studio avait le pouvoir de saisir toutes les vidéocassettes, les originaux, le merchandising qui allait promouvoir en fait les aventures sexuelles de papa et de maman. Et qu'ont-ils fait avec tout ceci? Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Peut-être un feu de joie en dansant autour. Ce qui serait, à mon avis, logiquement et archivement parlant, illogique. Parce que bien que ceci soit dorénavant illégal, il n'en reste pas moins que ce sont des archives. Et c'est une partie de notre histoire. Même si on ne l'a jamais vu. Selon ses dires, M. Claude Meunier n'a pas vu les roches de La Petite Vite tournées par les productions Favreau. Et en théorie, il n'y a pas grand monde qui ont vu ces images, et encore moins des preuves physiques, et c'est bien dommage, ne serait-ce que pour des décors identiques à ceux de La Petite Vie, paraît-il. Et paraît-il là qu'en fait, oui, c'est ça, la tapisserie n'afficherait plus des bananes et des cerises, mais bel et bien de délicieuses verges, ainsi que de magnifiques petits seins regorgeants. Et personnellement, je suis sûr et certain d'avoir déjà vu une parodie semi-sexuelle de La Petite Vie, impliquant là, des scènes grotesques et non pas sexuelles, là, mais avec justement là, un décor grotesque et sexuel. Je suis certain d'avoir déjà vu ça. Je suis certain. J'ai fait beaucoup de recherches d'images. Malheureusement, je n'ai rien trouvé, mais je suis certain d'avoir déjà vu ça. Et il faut dire que le jugement ferme de la Cour d'appel fédérale de ne pas renverser la décision de la Cour du Québec, eh bien, en a soulagé une couple au Québec, oui. Parce que Daniel Favreau, le producteur de La Petite Vite, n'avait clairement pas caché son intention, si la Cour lui donnait raison, de faire d'autres films pornographiques à partir d'autres émissions de télé québécoises, comme Piment Fort, sûrement en Pine-moi Fort, ou Chambre en Ville, sûrement en Chambre en Bille. Il comptait même vraiment faire deux versions de La Petite Vite, une version 3X et une version plus soft pour adolescents. Et on comprend ici que le but n'est pas de censurer, mais bel et bien d'encadrer les dérives potentielles de parodies sexuelles
touchant à la pop culture québécoise. Le problème ici, c'est que les ayants droit des images de Papa et de Maman et de La Petite Vie n'ont pas été prévenus avant du processus créatif du film pornographique. Or donc, s'il y aurait eu discussion, peut-être il y aurait eu adaptation. Fort possiblement que non, mais voilà. Avant de faire des trucs, demander la permission, souvent, ça vaut mieux. Et si la cour d'appel lui aurait donné raison, eh bien ceci aurait servi de jurisprudence, et ce qui lui aurait donné le champ libre, genre pour faire Bibi et la jeune vierge. Donc voilà. Et on comprend que personne veut vraiment ça. Il est à noter que la grogne principale des créateurs, outre le détournement sexuel de leur création, a été décuplée par le fait qu'ils ont appris l'existence du film pornographique dans un journal à potins paru une semaine avant leur recours. Les films pornographiques sont classés pour adultes. Ils sont soumis aux examinateurs de la Régie du cinéma qui acceptent ou refusent de délivrer un permis. Un film est refusé quand il franchit le seuil de tolérance des Québécois. Or donc, dans cette parution, on mentionnait que la Régie du cinéma du Québec avait déjà émis un visa pour la sortie du film La Petite Vite, et ce sans aviser les créateurs de La Petite Vie. Le 16 juin 1996, un article de presse se termine ainsi. D'autres perquisitions sont à prévoir dans les prochains jours, indiquant donc que tout n'avait pas été déjà perquisitionné, donc il restait des trucs. Et ça, eh ben, ça donne quand même un micro-petit teeny-weeny espoir de peut-être que quelqu'un s'est introduit pendant la nuit, a rempli une caisse de goodies, puis de version VHS a caché une caisse et va peut-être la sortir dans 30 ans. Mais je pense pas. C'est un vrai lost média. Les seules traces d'archives potentielles, je dis bien potentielles, qui pourrait y avoir, eh bien, ce serait dans le fonds Claude Meunier, qui est à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Et d'après moi, même si on en fait de la demande, ça va être refusé. Parce que le dernier mot revient à Claude Meunier. C'est le résultat d'une petite rencontre amicale entre des gens que je n'aurais jamais dû fréquenter. À Hong Kong. Cet homme, c'est le capitaine Bonhomme, alias Michel Noël, et il était apprécié de tous, surtout des enfants, parce qu'effectivement, il en a semé du bonheur. Il racontait entre autres comment il avait mis en échec plus d'une fois les plans diaboliques du méchant Don Alfredo et Don Pedro y Rodriguez lors de ses voyages sur les 7 mers à bord de son bateau, le Marsouin, ou le Marsouin 2. Je pense que le premier a coulé. Mais vous vous en doutez, hein, le capitaine Bonhomme est un personnage, et derrière ce personnage se cache un comédien qui se nomme Michel Noël. Michel Noël, né Jean-Noël Croteau, était un comédien, écrivain et chanteur québécois excessivement apprécié des Québécois de par sa bouille sympathique, ses personnages sympathiques, sa personnalité sympathique, bref, il était sympathique. Absolument! Attention les sceptiques, car les sceptiques seront quel bon Dieu, applaudissez-vous, ça vaut le coup! De 1954 à 1992, il va participer à la pop culture québécoise, autant du côté divertissement pour enfants que pour tous. Romans photos, séries de cartes postales, bandes dessinées, produits dérivés, disques. Bref, Capitaine Bonhomme était partout et il a participé à plein de shows, plein de trucs. Il a même participé à l'avènement de Patof, le clown, et oui, autre personnage relativement important dans la pop culture des années 70 et 80. Et oui. Bref, tout ceci est le capitaine Bonhomme. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas son côté jovial et épanoui qui va nous intéresser. L'émission Métropolis en direct du théâtre Métropolis à Montréal commence en septembre 1990. J.C. Lauzon en devient le fier animateur qui donnera beaucoup d'énergie et de lui-même en 78 émissions sur 3 ans. 3 années au cours desquelles on va présenter devant public et en direct des humoristes, des comédiens, des auteurs, compositeurs, interprètes, des grands chanteurs, des divas de la chanson. Une émission solide dans l'esprit du temps avec une good vibe. Sauf pour ce qui est du 28 novembre 1991 où, en plein direct à la télévision, anciens petits, grands et vieux ont vu s'écrouler sur scène le capitaine Bonhomme terrassé par un malaise cardiaque. Pendant très longtemps,
Cette séquence a été pseudo-bannie, pseudo-oubliée par les instances radio-canadiennes. Et en fait, c'est un peu compréhensible. Pendant très longtemps, 22 ans, ces images vont être totalement cachées au public. Elles ne seront pas disponibles à lui, vont être pseudo-censurées par Radio-Canada. Cependant, avec l'émission Les Enfants de la télé, c'est souvent une occasion de revoir certaines images marquantes, voire parfois traumatisantes pour certains, dans un contexte plus léger et plus à propos pour en parler. Je parle bien sûr du malaise cardiaque de M. Michel Noël, en direct à l'émission Métropolis. Mais revoyons ces images de Métropolis animées par Jessie Lauzon. Et c'est avec leur bonne grosse couille, que le 28 novembre 2012, avec comme invité Jessie Lauzon, l'équipe québécoise de Les Enfants de la télé décide de repasser cette séquence 22 ans plus tard. Je vais donc vous mettre la séquence au complet, c'est libre à vous de la regarder ou pas, sauf que soyez bien avertis, c'est d'une tristesse absolue. Absolue. C'est le résultat d'une petite rencontre amicale entre des gens que je n'aurais jamais dû fréquenter. À Hong Kong. Ouais, ça brise le cœur, littéralement. Sachez que suite à ce malaise, M. Michel Noël a survécu et s'en est remis, mais je crois que tous les gens sur le plateau, ainsi que les centaines de milliers de téléspectateurs présents avec eux de l'autre côté de leur écran, sont à jamais marqués par ce moment. Et soit dit en passant, je tiens à souligner le courage de Radio-Canada d'avoir montré ces images, même si c'est 22 ans plus tard, faut être assumé pour se dire, d'accord, on remonte ces images qui sont difficiles pour toute une génération. Chapeau. Ça, c'est être assumé, et c'est ce que je demande d'un réseau de télé public. Et on le sait tous, le principe de sensibilisation commence très souvent par des exemples concrets. Et quoi de plus concret qu'un héros de 2 générations qui s'écroule en plein live à cause d'une crise cardiaque? Et c'est ce que Michel Noël va comprendre aussi. Et c'est pour ça qu'il va en parler après. Et peut-être que certains d'entre vous vont se dire que c'était peut-être pas nécessaire de remontrer ces images à la télévision. Eh bien, sachez que parfois, en remontrant ce genre d'image, eh bien, il y a des souvenirs qui remontent. Et c'est bel et bien ce qui va arriver ici à Jessie Lauzon, qui va nous en apprendre une belle. Chose que je crois que personne sur le plateau était au courant et que personne quasiment au Québec était au courant. Donc, écoutez bien ceci. Mais ce qui a été très surprenant médiatiquement parlant, là, c'est qu'en deçà de quelques minutes, on jouait l'audio de ce moment-là à la radio. Et j'avais un intervieweur de la radio qui me demandait, ça faisait 5 minutes que c'est arrivé, comment on se sent. Mais là... Donc voilà, ça c'est un des meilleurs exemples sur le pourquoi que je ne suis pas pour la censure. C'est ici, en ayant décensuré cette séquence vidéo, que des souvenirs sont montés à la tête de Jessie Lauzon et qui a pu nous apprendre ce petit détail affreux, mais qui révèle malheureusement la réalité qui va suivre pendant les années. Et des années, et des années jusqu'à aujourd'hui. Oui, absolument, vous avez bien entendu. Là. Il y a une radio qui a cru bon de passer cet audio pour annoncer la nouvelle. Voilà. Mais, je vous rassure, parfois, il y a aussi des choses positives. On lui a fait la respiration artificielle. Il y avait 2 médecins. C'est un addon extraordinaire. 2 personnes du public, effectivement. 2 personnes du public assises pas tellement loin de la scène qui lui ont donné la respiration artificielle. Oui, ils sont là, justement. On les invite sur scène. Jean-Sébastien Ouellette et Vicky Grenier, mesdames, messieurs, ils sont là. Vous voyez ces 2 personnes aux côtés du capitaine? Eh bien, ce sont eux, les 2 médecins présents dans la salle qui ont prêté assistance à M. Noël lors de son malaise. Il les a invités à présenter un prix avec lui au gala MétroStar 1 an après, donc en 1992. Un merveilleux moment de télévision. Remarquez bien, le soir en question, après, quand Jean-Sébastien est venu me voir à l'hôpital, j'ai demandé, j'ai dit... Parce que je savais, on m'avait dit qu'il y en avait un des 2 qui m'avait fait du bouche à bouche. Bon. Alors j'ai demandé à Jean-Sébastien, c'est-tu toi qui m'as fait le bouche à bouche ou la jeune fille? Bon. Il m'a dit, c'est la jeune fille.
le soupir de soulagement que j'ai laissé aller. Fidèle à l'homme de valeur qu'il était. Et je trouve que cette image de lui avec ces deux médecins, un à côté de l'autre, c'est excessivement épique. C'est une image forte. Je l'aimais tellement, cet homme-là, puis je sais que tout le Québec l'aimait tellement que c'est ça, on a souhaité que Dieu... Mais tu vois, il a l'air en forme. Ça fait du bien de le revoir après, là, après avoir vu les puis, images, au moins on est comme, on est soulagé. Capitaine Bonhomme, Monsieur Noël, quant à lui, va s'éteindre de malaise cardiaque en 1993, laissant des milliers de ces petits moussaillons naviguer seuls maintenant, sans capitaine. Et oui, c'est avec cette histoire assez marquante qu'on termine ce petit tour d'horizon des Lost Médias de la planète Québec. Et bien entendu, j'ai parlé de certains cas, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et si vous en connaissez et que vous aimeriez que j'en parle dans une éventuelle suite à cette vidéo, eh bien, allez-y, les commentaires sont là. Du moins, j'espère que ce petit APCDC hors sujet vous a autant passionné que moi, j'ai eu du plaisir à le faire et à faire mes recherches. Et j'ai déjà quelques réponses. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Et si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, les pouces en l'air m'aident excessivement. Les commentaires m'aident beaucoup. Et votre abonnement avec une petite clochette m'aide tout autant, mes amis. Sachez-le. Et ça me fait bien plaisir de vous compter parmi les gens qui fréquentent mon salon. Vous pouvez effectivement venir me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, ainsi que mon tout petit Patreon. Et j'ai effectivement, oui, un Letterboxd. Et oui, je le sais, pour les habitués de la chaîne, cet opus est un peu bizarre, un peu vraiment hors sujet, là. Cet APCDC est un peu plus lourd, un peu comme celui avec le chien, oui, c'est ça, oui, le chien mangeur d'humains, vedette de film chinois. Ça aussi, c'est un bon morceau, disons-le, à avaler. Non, peut-être pas, mais on peut aller jusque-là, oui. Bref, les autres APCDC de cette année vont être un peu moins lourds, voire très jovial et épanoui. J'ai donc un projet d'APCDC, Calepin. Spécial Calepin, parce que moi, quand je regarde des films, je take some notes. Des notes étranges, bizarres de choses que je vois dans les films. Je mets ça dans mon petit calepin. Or, donc, j'ai plein de choses écrites dedans jusqu'à maintenant. Fait que je me suis dit, c'est peut-être le temps de faire un épisode là-dessus. Voilà. L'été s'annonce chargé. Plusieurs projets. Je dis ça de même, plusieurs projets. À long terme. Mais faut commencer à se projeter. Plusieurs projets. Bref. Ciao. Vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon, vous le savez. Sur ce, on s'en va à Punta Cana. Ou à Puenegamo. La même affaire. Du très lourd. C'est lourdilarda. Oui, mes amis, gens de l'Internet québécois, avoueraient pas une attaque quelconque contre notre... Et sachez, eh bien, et oui, c'est un... C'est... Tout le monde le sait. Dans les films locaux. Donc, voilà. Des fois, ça en a notre besoin, là. Et, tout simplement, pas disponible. Mais écoutez, là, on se fait crosser. Les versions québécoises sont pas sur les DVD. Faut les demander.